de Cheikh Anta, en arrivant en France en 1946, c'est de devenir ingénieur en construction aéronautique. Mais très rapidement, Cheikh Anta va trouver une situation qui va l'amener à revoir un peu la hiérarchie de ses objectifs. Parce que quand Cheikh Anta arrive en France, il se rend compte que l'homme noir ne compte pas. À l'époque, on disait de l'homme noir qu'il n'avait pas d'histoire, qu'il n'avait pas de civilisation. Et Cheikh Anta comprend alors que même si l'homme noir est doté de toute la technologie qu'il faut, si ce problème n'est pas réglé, eh bien, on n'aura rien réglé. Parce que ce sera une sorte de robot qu'on va utiliser, que le maître va utiliser comme il l'entend. Cela ne doit pas surprendre, car aujourd'hui, vous voyez que nous avons beaucoup de technocrates très bien formés. Mais quand ils vont négocier, eh bien, vous voyez comment ça se termine. C'est parce que justement, ils n'ont pas été outillés pour savoir où se trouve leur intérêt, pour savoir où se trouve l'intérêt de leur pays, pour savoir où se trouve en fait l'intérêt de l'homme noir. Donc ce sont des gens qu'on peut manipuler à volonté. Et Cheikh Anta a compris qu'il fallait d'abord régler ce problème, c'est-à-dire redonner confiance à l'homme noir pour lui permettre de rivaliser avec les autres. Et pour cela, il va s'orienter vers la philosophie. Il va faire une licence de philosophie qu'il termine en 1948. Donc au bout de 2 ans, il boucle sa licence de philosophie, parce que c'est avec la philosophie qu'il pouvait effectivement affronter ses contradicteurs lors des débats, etc. Parce qu'il faut être bien formé pour pouvoir donc entamer le combat qu'il voulait entamer. Et il s'orientera vers l'histoire, parce que l'histoire, c'est également une autre discipline qui vous permet de comprendre la marche du monde. Parce que tout se déroule dans l'histoire. Et dans l'espace, j'aurais pu ajouter, voilà pourquoi on a couplé l'histoire et la géographie. Espace et histoire. Donc l'histoire, il va s'occuper de parfaire sa formation en histoire. Parce que les problèmes qu'il voulait régler avaient besoin de cette discipline-là. Voilà pourquoi, mais Cheikh Anta ne va pas abandonner pour autant totalement son désir de faire de la recherche en sciences exactes. Voilà pourquoi, parallèlement à ses orientations en philosophie et en histoire, il va faire également une formation en sciences physiques et en chimie. Il va se spécialiser en physique nucléaire et ce qui lui permettra d'ailleurs par la suite de faire fonctionner le laboratoire de radiocarbone quand il rentrera au Sénégal. Donc vous voyez, il mène parallèlement, comme lors de son bac, il mène des études littéraires et des études scientifiques. Alors, après sa licence, il va s'attaquer à quelque chose de fondamental. Parce que pour pouvoir parler d'égal à égal aux gens, il faut avoir les mêmes diplômes qu'eux. Donc, Cheikh Anta se dit qu'il faut qu'il ait le diplôme le plus élevé dans le système français. C'est la thèse de doctorat d'État, S-lettres. Ici, ça peut être S-sciences, mais ici, S-lettres pour lui. Voilà pourquoi, dès 1949, il va s'inscrire à la Sorbonne et il choisira comme sujet de thèse principale, parce qu'à l'époque, il y avait un sujet principal et un sujet, disons, secondaire ou complémentaire. Il va s'inscrire donc à la Sorbonne et choisir le sujet principal suivant: l'avenir culturel de la pensée africaine. L'avenir culturel de la pensée africaine. C'est très important. Au moment où on disait que l'Afrique n'avait pas de culture, n'avait pas de civilisation, Cheikh Anta ose donc inscrire sur les registres de la Sorbonne un sujet intitulé « L'avenir culturel de la pensée africaine ».
au moment où on disait que l'Afrique n'avait pas de culture, n'avait pas de pensée, n'avait rien. Donc Cheikh Anta, vous voyez, c'est un défi. Et comme sujet complémentaire, en 1951, le premier c'est en 1949, donc 2 ans plus tard, en 1951, il prend le sujet complémentaire intitulé « Qu'étaient les Égyptiens prédynastiques ?» Qu'étaient les Égyptiens prédynastiques? C'est fondamental, parce que dès cet instant, Cheikh Anta pose le problème de la civilisation égyptienne, le problème de l'origine des Égyptiens. Ceux qui seront à l'origine de la première civilisation au monde. Ceux qui ont inventé l'écriture, même si on a tout fait pour dire que ce ne sont pas eux, que l'écriture a été inventée en Mésopotamie. Ceux qui ont inventé la religion, ceux qui ont inventé toutes les grandes techniques, l'architecture, l'art. Donc, ceux qui ont été à l'origine, ceux qui ont été les leaders dans ce domaine-là, les Égyptiens prédynastiques. Il dit prédynastique parce qu'il va à la base même de l'origine des Égyptiens, prédynastiques, c'est-à-dire avant la naissance des dynasties pharaoniques. C'est-à-dire ceux qui donneront naissance aux dynasties pharaoniques, qui étaient-ils? Est-ce que c'était des Asiatiques? Est-ce que c'était des Méditerranéens? Est-ce que c'était des Africains? Et c'est le lieu de rappeler qu'à l'époque, on disait que les Égyptiens étaient des Blancs venus de l'extérieur du continent africain et qui se sont implantés dans la vallée du Nil avec tout ce qui va caractériser leur civilisation. Ils sont venus avec l'écriture, ils sont venus avec la religion, ils sont venus avec tout le reste. Donc Cheikh Anta va s'attacher à démontrer exactement le contraire, à dire que les Égyptiens ne viennent pas de l'extérieur de l'Afrique, qu'au contraire, ils viennent de l'intérieur de l'Afrique, du cœur même de l'Afrique, là où se trouve aujourd'hui la région des Grands Lacs. Que c'est à partir de là-bas qu'il y a eu des migrations qui ont descendu le Nil et qui ont fini par s'implanter dans sa basse vallée sur les 1000 derniers kilomètres. Parce que l'Égypte fait à peu près cela. Quand vous prenez de la Méditerranée à la frontière avec le Soudan, ça fait à peu près 1000 kilomètres. Donc, vous voyez, Cheikh Anta prend le contre-pied, aussi bien au niveau de sa thèse principale qu'au niveau de sa thèse secondaire, il prend le contre-pied des idées qui étaient développées. Parce que Cheikh Anta estimait à l'époque qu'on avait falsifié l'histoire du monde et qu'il fallait donc rétablir la vérité historique. Et montrer aux Noirs que, en réalité, les autres parties de l'humanité lui doivent tout. Tout. Vous comprenez que dans ces conditions, Cheikh Anta devenait un élément extrêmement dangereux pour le système colonial. Voilà pourquoi cette thèse qu'il avait bouclée en 1954 et qui devait être soutenue donc en 1954, cette thèse n'a jamais été soutenue. Parce que, effectivement, le système académique s'était organisé pour qu'il n'y ait pas de jury. Vous savez que pour défendre une thèse, il faut avoir un jury. Donc les gens se sont organisés pour créer le vide autour de Cheikh Anta. Le jury, on n'a jamais pu constituer un jury. Alors il paraît que certains ont dit qu'ils ne vont pas siéger dans un jury où effectivement la thèse défendue, disons, détruisait tout ce que leurs maîtres les plus vénérés avaient construit. Résultat, Cheikh Anta n'a pas pu soutenir. Heureusement, à l'époque, il y avait un autre Sénégalais de valeur, un autre Africain de valeur, du nom de Alioune Diop, qui avait déjà fondé Présence africaine et qui avait fondé la revue Présence africaine. Il y avait la maison d'édition et la revue. Donc c'est la maison d'édition Présence africaine qui va prendre ce qui devait être la thèse de Cheikh Anta et qui va publier ça sous ce titre-là, Nation, nègre et culture. Alors ce livre-là
contient les deux thèses principales et complémentaires de Cheikh Anta. C'est ce qui a été donc publié sous le titre de Nation en agriculture en 1954. Alors, donc, dans ce livre, on y reviendra peut-être, se trouvent toutes les idées que Cheikh Anta voulait défendre, à savoir que l'origine de l'homme, c'est l'Afrique, que l'origine de la civilisation, que c'est l'Afrique, que les Grecs sont venus donc s'abreuver à la source égyptienne, et quand il dit source égyptienne, entendez source noire. Et que donc, ceux qui sont censés être ceux qui ont inventé la civilisation, à savoir les Grecs et les Romains, eh bien, n'ont fait que, comment dirais-je, imiter les Égyptiens. Et Cheikh Anta montre que, avec des preuves à l'appui, j'ai dit dans le premier élément que Cheikh Anta a beaucoup utilisé les auteurs classiques tels que Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon et d'autres. Et Cheikh Anta montre que tous les grands savants grecs dignes de ce nom, aussi bien les philosophes que les mathématiciens, eh bien, sont allés se former en Égypte. Et que donc les Hérodotes et autres, ils ont dit tout cela. Et qu'eux, ils n'avaient pas de problème par rapport à ça. C'est par la suite que leurs descendants ont voulu donc, comment dirais-je, se donner le beau rôle, ou leur donner le beau rôle, mais eux, ils savaient tout ce qu'ils devaient à l'Égypte. Donc, toutes ces idées, on les connaît grâce au fait que Présence africaine a publié donc ce travail-là. Mais sinon, ce travail aurait été étouffé dans l'œuf. On ne l'aurait pas connu. Donc, vous voyez, mais Cheikh Anta n'a pas atteint son objectif. Je l'ai rappelé, son objectif était d'avoir le diplôme le plus élevé du système pour pouvoir parler d'égal à égal avec ses adversaires. Donc, cet objectif-là, il ne l'avait pas réussi. Mais il avait réussi à fabriquer une bombe qui va beaucoup changer, qui va conscientiser des générations et des générations d'Africains du continent et de la diaspora. Et conscientiser également tous les, comment dirais-je, blancs, progressistes qui voulaient rester dans le domaine de la science. Alors, Cheikh Anta, comme il n'avait pas réussi à avoir le diplôme, il aurait pu se décourager et se dire que bon, j'ai tenté, je n'ai pas réussi, donc je m'en arrête là puisque j'ai fait ma thèse. Bon. Mais il est revenu à la charge pour obtenir ce diplôme qu'il recherchait. C'est ainsi qu'en 1956, il va revenir et inscrire, toujours comme sujet, les deux sujets suivants. Thèse principale, étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique, de l'Antiquité à la formation des États modernes. Et comme sujet complémentaire, thèse complémentaire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, en 1956. Donc, vous voyez, Cheikh Anta, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Parce que la thèse de doctorat d'État, mais rares sont les universitaires qui la font. Et ceux qui la font, ben, ils la font une fois, ils ne la font pas deux fois. Parce que c'est tellement lourd, c'est tellement exigeant que finalement, ben, y en a qui ne la font jamais, ou ceux qui la font une fois. Alors Cheikh Anta va la faire deux fois. Il revient donc avec ces deux sujets. Et en 1960, exactement le 9 janvier 1960, il va soutenir enfin sa thèse de doctorat d'État, ès-lettres. Les gens vont lui donner la mention honorable parce que ils veulent toujours le sanctionner. Bon. Mais avant de revenir sur l'interprétation de la mention, disons que Cheikh Anta, les deux sujets qu'il a pris, eh bien, sont un peu loin de l'Égypte, puisque dans le premier, il disait, dans la thèse secondaire, il disait qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Ici, il ne parle plus d'Égypte. Mais ce n'est qu'apparent. Ce n'est qu'apparent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que
quand il dit domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique, il va inévitablement analyser la civilisation égyptienne. Or, la civilisation égyptienne, il va la classer dans le domaine matriarcal, qui est celui justement des Noirs. Alors vous voyez, au lieu d'entrer par la porte principale, il emprunte une porte dérobée pour retrouver sa thématique sur l'Égypte. Et comment dirais-je, étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique, de l'Antiquité à la formation des États modernes, là également, il va montrer tout simplement que les Noirs étaient en avance sur l'Europe, et que l'Europe n'a commencé à rattraper son retard qu'à partir de la Renaissance. Là également, c'est une manière de démontrer que les premiers hommes civilisés, si on peut s'exprimer ainsi, ce sont les Noirs et non les Européens. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'intitulé est moins agressif, mais le fond demeure le même. Parce que Cheikh Anta disait dans la première thèse, comment dirais-je, l'avenir culturel de la pensée africaine. Alors ici, il démontre que sur le plan de la civilisation, sur tous les plans d'ailleurs, les Africains étaient en avance sur le reste du monde jusqu'à la Renaissance. Et à partir de la Renaissance, et que pendant le Moyen-Âge européen, en Afrique, on avait les plus grands États, les États médiévaux, comme on les appelle. Vous avez, avant tout, vous avez eu le Ghana, hein, mais vous avez surtout le Mali, le Songhai, hein, et tous ces empires qui furent brillants au niveau comment dirais-je, de l'Afrique de l'Est. Hein, vous avez le Monomotapa, le Zimbabwe et tout ça. Ce sont des États donc qui ont connu beaucoup de grandeur. Et donc une manière de montrer que les Africains, sur le plan de la civilisation, ont été les premiers, ils ont été les premiers pendant très longtemps, et que ce n'est qu'à partir de la Renaissance que l'Europe a commencé à rattraper son retard et à dépasser l'Afrique. Alors, pourquoi ici la Sorbonne a accepté le principe de soutenance? Parce que Cheikh Anta était devenu trop gênant. Sa première thèse, qui n'a pas été soutenue, est devenue un best-seller. Parce que Présence africaine l'a publié aujourd'hui encore. C'est l'un des livres les plus lus par l'intelligentsia africaine du continent et de la diaspora. Alors les gens de la Sorbonne sont des gens qui réfléchissent. Ils disent, bon, si on refuse la soutenance, ça va être encore une autre bombe que nous ferons exploser nous-mêmes. Donc, changeons cette fois-ci de méthode. Au lieu de bloquer la soutenance, laissons-le soutenir et puis on va le casser scientifiquement. Vous voyez la différence d'approche. La première fois, on a bloqué la soutenance. Cette fois-ci, on dit on va le laisser soutenir, mais on va le briser. C'est ce qui explique la mention honorable qu'il a eue. Alors qu'il aurait dû avoir la mention très honorable, parce que son travail est un travail innovateur à tout point de vue. C'est un travail, mais qui est fondamental. Un travail qui montre que les Africains ont été, comment dirais-je, en avance sur les autres parties de l'humanité jusqu'au réveil, c'est-à-dire à la renaissance des pays, comment dirais, des pays européens. Eh bien, c'est une nouveauté. Nous, on nous a toujours enseigné que les Européens ont toujours été devant. Et Cheikh Anta dit que, effectivement, ce n'est pas seulement pendant la période antique, quand l'Égypte, comment dirais-je, attirait tous les savants grecs et romains, mais c'est après l'Égypte, les grands empires médiévaux étaient en avance sur ce qui se faisait en Europe à l'époque. Donc vous voyez un travail très important, et en montrant que le matriarcat, le système matriarcal ou matrilinéaire était un système qui prévalait justement dans des formations sociales où effectivement la nature était plus ou moins clémente, où l'homme pouvait se nourrir sans trop de problèmes et où donc l'homme avait tendance à être généreux, contrairement à ce qui se faisait dans des endroits où la nature est hostile,
Hein, vous voyez, vous avez certainement l'image du renard et du corbeau, hein, ou non, plutôt de la cigale et de la fourmi. Hein, vous voyez, il faut accumuler pendant l'été et pendant l'hiver, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, si vous n'avez pas pris le soin d'accumuler comme la fourmi, vous mourrez de faim. Donc, vous voyez, Cheikh Anta, en montrant cela, mais a fait franchir à la science un bond énorme. Hein. Donc, voilà pourquoi les gens, tout en le laissant soutenir, on dit qu'il n'a pas encore renoncé à sa volonté de nous humilier. Donc, il faut le bloquer. On lui donne mention honorable. Et il a soutenu le 9 janvier et il donne une interview pour dire qu'il va rentrer au pays pour participer à la formation des cadres. On y reviendra, mais retournons encore, comment dire, restons encore en Europe pendant ces années de formation. Cheikh Anta a donc soutenu sa thèse en 60, mais entre-temps, il a obtenu également, dans le domaine de la chimie et de la physique nucléaire, des certificats très importants qui lui permettront de faire fonctionner le laboratoire de carbone 14, qui était l'un des deux, parce que il y avait un autre laboratoire en Afrique de l'Est, hein. Je ne me souviens plus dans quel pays, mais celui de Dakar était le deuxième. Donc, voilà ce que Cheikh Anta a fait sur le plan intellectuel. Donc, il a continué à se former dans les deux domaines, sciences sociales et sciences exactes. C'était une sorte d'encyclopédiste. Cheikh Anta est philosophie, histoire, égyptologie, hein, puisque linguistique, hein, tout cela, il va, comment dirais-je, parfaire ses connaissances dans ces domaines-là. Voilà pourquoi il dit dans l'ouvrage de la préface à l'ouvrage de Théophile Obenga, l'Afrique dans l'Antiquité, c'est dans la préface, il s'adressant à la jeunesse africaine, il dit « Armez-vous de la science jusqu'aux dents pour pouvoir effectivement arracher votre passé qui a été falsifié. Armez-vous de la science jusqu'aux dents. » Alors, ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'il s'est appliqué lui-même. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait une thèse de doctorat d'État. J'ai fait une thèse de 3e cycle. Mais une thèse de doctorat d'État, quand vous la faites, mais vous êtes lessivé. Hein, vous êtes content de la terminer, mais Cheikh Anta, lui, puisque la première thèse n'a pas été acceptée, il s'est remis au travail et il a fait une deuxième thèse. Donc c'est quelqu'un qui a fait 2 thèses, qui s'est armé de la science jusqu'aux dents. Mais cela ne l'a pas empêché de militer également sur le plan politique. Parce que Cheikh Anta a milité, comment dirais-je, au sein de toutes ces organisations progressistes, hein, qui luttaient contre le colonialisme, qui luttaient contre le racisme. Et c'est ainsi qu'il a milité justement au niveau du RDA. Il a même dirigé, comment dirais-je, les jeunesses RDA à l'époque, je crois, jusqu'en 1953. Et donc il était de tous les combats. Et c'est quelqu'un qui a défendu très tôt l'idée de l'indépendance. L'idée de l'indépendance, Cheikh Anta y a toujours cru. Et pour préparer l'indépendance précisément, pour que l'indépendance se fasse dans de bonnes conditions, qu'on ait une indépendance efficiente, Cheikh Anta a dit et écrit un livre justement qu'il a dédié à ça, on pourra y revenir si vous voulez. Voilà. Donc ce livre-là a été écrit en 1960, justement pour préparer les indépendances. Et Cheikh Anta était contre justement cette idée qui consistait à dire on va vous amener progressivement vers l'indépendance dans le cadre de la communauté. Il était contre la communauté, contrairement à certains dirigeants africains. Mais Cheikh Anta disait que si l'Afrique veut avoir une indépendance digne de son nom, une indépendance qui va lui permettre de régler ses problèmes, il faut que l'Afrique aille à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral. Ça aussi, ça fait partie de ces combats en France. Donc, lui, il était convaincu que seul l'État fédéral pouvait régler les problèmes de l'Afrique.
Bon, et il a expliqué pourquoi. Il dit que sur le plan culturel, bah, l'Afrique, il y avait une unité, l'unité culturelle de l'Afrique. Et que sur le plan des ressources, l'Afrique n'était pas démunie. Au contraire, l'Afrique avait tous les atouts dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que, effectivement, les théoriciens les plus avisés disent que l'Afrique est le continent qui, aujourd'hui, a pratiquement toutes les ressources dont on a besoin pour le développement du monde. Donc, voilà ce que Cheikh Anta a fait pendant son séjour en Europe. Bon, bien sûr, c'est un autre aspect. Cheikh Anta s'est marié. Il est allé là-bas. Bon, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Eux, quand ils partaient en bateau, par bateau. Et une fois que tu es arrivé, eh bien, tu ne reprenais le bateau qu'après avoir terminé tes études. Donc, ils étaient là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes. Il y avait essentiellement des étudiants. Et donc, quelqu'un qui pouvait mener une vie équilibrée, qui voulait mener une vie équilibrée, eh bien, acceptait souvent de se marier. Et c'est comme ça qu'il a épousé, comment dirais-je, une dame du nom de Louise Marie Maes, bon, qui a pris son nom, on l'appelle Louise Marie Diop Maes, en 1953. Et c'était une militante également et une personne qui était également très instruite parce qu'elle avait un diplôme supérieur en géographie. Et avant sa mort, elle écrira un livre très important sur l'Afrique. Donc elle a enseigné ici quand Cheikh Anta est rentré avec elle. Elle a enseigné l'histoire et la géographie. Et donc il s'est marié là-bas et il a eu 3 enfants. Cheikh Mbacké, qui a été à l'origine de ce livre que j'ai ici, Cheikh Mbacké Diop, voilà, qui a écrit donc ce livre biographique sur son père. Et puis Cheikh Mbacké a eu 2 frères, je crois que c'est Samori Kandas et Jomo Kenyatta, et le dernier, Massamba Sassoum, qui porte le nom du père de Cheikh Anta. Donc Massamba Sassoum est né ici, comment dirais-je, après le retour de Cheikh Anta ici. Donc voilà le séjour, disons, européen de Cheikh Anta. Bien sûr, il a participé à tous les combats, les grandes organisations panafricaines ou je ne sais pas comment appeler ça, mondiales, hein, des militants qui luttent pour la promotion de l'homme noir. Il a été un acteur très dynamique au niveau de ces organisations. Par exemple, l'association des écrivains noirs, hein, qui a tenu 2 congrès au moins pendant que Cheikh Anta était là-bas, à Rome et à Paris. Donc Cheikh Anta a été parmi les animateurs les plus remarqués de ces activités au niveau de la revue Présence africaine également. Et tous ces ouvrages pratiquement seront édités là-bas et il écrira beaucoup de contributions dans des revues de renom pour défendre la civilisation et la culture noire.